Des civils, armés. Une milice pour se défendre. Nous sommes dans le village de San Angel. Tout autour, c'est très dangereux. Ici, on ne compte plus sur les forces fédérales mexicaines pour protéger la population des enlèvements et des assassinats. On fait très attention. Si on repère un intrus, on avertit immédiatement toutes les barricades et on ferme le village. Ces patrouilles d'autodéfense se sont constituées l'été dernier. C'est une vigilance de tous les instants pour surveiller les accès à la commune. On laisse passer ceux qu'on connaît. Les autres, on les contrôle. Les narcos ont répandu leur terreur. Et personne ne sait qui sera le prochain à disparaître. Comme ce fut le cas pour le fils de Guadalupe. Il y a 3 mois de cela. Il est juste parti travailler au champ. Des hommes sont venus et l'ont enlevé. On ne sait pas qui. Luis Enrique, ici en photo, enfant, avec ses frères et sœurs, avait 28 ans au moment de son rapt. J'attends qu'il revienne. C'est tout ce que je demande à Dieu. Or, dans la région voisine, la découverte d'un site macabre vient de tétaniser le pays. Un ranch abandonné où de véritables fours crématoires ont été mis au jour. Au moins 200 corps y auraient été brûlés. Nous nous étions rendus dans cette zone en 2023. Des charniers y étaient déjà régulièrement exhumés. C'est par ici, dans la zone boisée. Dans ces trous creusés à même le sable, les corps démembrés de 31 victimes avaient été retrouvés. Mais le phénomène n'a fait que s'amplifier depuis. Le cartel de la drogue dont c'est le fief a gangréné les États du Jalisco et du Michoacán où nous avons décidé de revenir cette fois-ci, notamment Uruapan. La ville, qui détient désormais le 2e taux d'homicide du Mexique, s'est fait connaître pour le pont où un jour des cadavres ont été retrouvés pendus. C'est ici. Pour marquer leur territoire, les tueurs avaient même apposé leur signature CJNG pour Cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Ce matin, petit miracle, un adolescent enlevé la veille vient d'être relâché. Vous êtes sûr? On lui a parlé? Oui, c'est bon, il a été libéré. Oh là là, normalement, il y en a 1 sur 30 à qui ça arrive. C'est l'exception qui confirme la règle. Trop de personnes disparaissent sans que les autorités s'en émeuvent plus que ça. Toutes les familles des disparus souffrent. On fait des marches, on bloque les routes, mais la société ne nous aide pas. 2 heures plus tard, au même endroit, le collectif des familles va même s'affronter avec la police. La colère des manifestants vise un homme, le maire d'Uruapan, Carlos Manso, accusé d'envoyer ses agents bastonner les proches des victimes quand ils protestent contre l'inaction des autorités. Ils nous ont frappés. Ils nous ont envoyé des gaz lacrymogènes. On comptait sur le maire pour nous aider à faire face au crime. Et c'est lui qui s'en prend à nous. Il ne vient pas, ne serait-ce que pour nous saluer, pour nous soutenir. Or, chaque jour, il y a 3 ou 4 personnes qui disparaissent à Uruapan.
Le lieu du rassemblement n'est pas choisi au hasard. Nous sommes sur la place principale, en plein centre-ville, et à l'endroit même où un journaliste, Mauricio Solis, s'est fait abattre à l'automne. À 2 pas du bureau du maire. Quelques instants plus tôt, le reporter avait sollicité une interview auprès de l'édile en direct. Ce sont les dernières images de Solis, avant de mourir sous les balles des tueurs. Quant à Carlos Manso, nous le retrouvons dans un autre quartier de la ville, loin des manifestants qui lui en veulent. Lui justifie l'emploi de la force pour faire dégager les voies de circulation et rappelle qu'ayant été élu il y a 6 mois sur la promesse de combattre le crime, c'est les affiches des disparus. Sa tête, à lui aussi, est mise à prix par les cartels. Dès la première minute de mon mandat, j'ai reçu des appels téléphoniques. On a menacé de s'en prendre à mon enfant qui venait de naître. De l'enlever, de le... Adepte de la com sur les réseaux sociaux, il promeut son action volontariste pour la sécurité. N'a-t-il pas fait racheter pour sa police municipale un parc entier de véhicules neufs? On va voir les anciennes. Ah, yeah. Voilà ce qu'on avait avant. That's the old. Pendant longtemps, on a eu une complicité des élus et des responsables politiques qui ont laissé faire les criminels. Tout ça a conduit à un climat de violence et d'insécurité. Les choses vont changer, promet-il. Je dois faire face et maintenir l'ordre. Alors il part en opération de ratissage, quelle que soit l'heure, comme ce soir, à la tête d'un convoi de cette police locale qui dépend de ses ordres. Une zone en périphérie d'Uruapan, réputée pour ses activités illicites. D'ici, ils peuvent tous nous voir. Pour ce qui est des renseignements à glaner en dehors de cet enfant qui indique quelques directions, il ne faut pas y compter. Le groupe doit se débrouiller seul. On peut passer devant si vous voulez. Et c'est ce maire un peu spécial, muet en une sorte de shérif, qui s'affiche en première ligne. L'idée avec ces déploiements, eh bien, c'est de faire une démonstration de force, bien sûr. Mais évidemment, pour l'instant, ça n'empêche pas l'activité criminelle des cartels de continuer de progresser. Carlos Manso fait lui-même ce travail d'investigation, de recherche, entouré de ses hommes, bien sûr. L'important pour lui, c'est de se montrer sur le terrain. C'est important de checker. Oui, tout vérifier. Dans ces maisons abandonnées, il peut y avoir des armes. Il peut y avoir des gens séquestrés. Il y a toutes sortes de caches ici. Résultat du déploiement de la soirée, seule cette voiture suspecte a été découverte. Vérification faite, elle est bien volée et servait sans doute aux activités criminelles. Mais le lendemain, sur une colline au nord de la ville, 2 cadavres sont retrouvés, décapités. Continuez tout droit. Et c'est là. Une femme et un homme d'une trentaine d'années ont été mis à mort ici. Les modes d'exécution sont horribles. Et c'est dans cette zone boisée, un lieu-dit qui s'appelle la colline de la Croix, que les membres du cartel viennent exécuter ceux qu'ils considèrent comme des rivaux ou des informateurs, des traîtres. Et nous sommes tout près de la ville, qui est en contrebas de cette colline. Si Uruapan a attiré la convoitise de toutes les organisations criminelles,
C'est aussi parce que c'est la première zone de production d'avocats du Mexique et du monde. Une monoculture qui génère des milliards de dollars de profit pour les géants de l'agrobusiness. Des milliers d'exploitants sont du coup victimes d'extorsion et de chantage. C'est dans cette zone au sud-ouest d'Uruapan que le cartel de Jalisco serait particulièrement actif. Ce qu'on voit à moto, là, ce sont des informateurs. C'est ça? Lors de notre traversée de la région, une guerre sanglante se déroule presque sous nos yeux. Parmi les kidnappés du jour, 2 policiers fédéraux. Après de longues heures de torture, leurs cadavres sont jetés sur la route. Ici qu'on a retrouvé le corps. On a la trace. Depuis quelques semaines, les autorités ont décidé d'accentuer la pression sur les narcos. Dans la petite ville voisine, à Patzingan, les fédéraux nous enjoignent de ne pas nous égarer dans la zone. Les risques sont partout. Ils bombardent avec des drones, ils peuvent vous tirer dessus. Il y a des explosifs enterrés. Le danger vient d'en haut, d'en bas, de partout. Le chef du cartel de Jalisco, lui, El Mencho, est introuvable, mais pourrait se cacher dans ces mêmes collines, nous dit-on. D'ailleurs, c'est ici qu'un photographe local a rencontré un jour ce qu'il faut bien appeler ses soldats. Ils ont toutes sortes d'armes. Des grenades, des drones. En fait, c'est comme une armée. Mais plus que ça encore. Ils renouvellent leur équipement encore plus souvent. Ça fait peur. Voici les images qu'il a tournées. On y découvre des véhicules blindés, des hommes en treillis et casques lourds, dévoués à leur chef. Nous sommes tes forces spéciales. Mencho, nous sommes tes braves. Une organisation tentaculaire qui recrute parfois de force ses hommes de main. Nous en avons confirmation très vite, lorsque l'un d'entre eux fait défection. Nous sommes invités à le rencontrer dans un lieu tenu secret. Sur son t-shirt, les fameuses 4 lettres. Vous êtes un membre du cartel de Jalisco Nouvelle Génération? Oui, j'étais membre du cartel. On te frappe. On te force sous les coups à obéir. Et si tu résistes, ils te tuent ou menacent de tuer ta famille. Et toi, tu as tué des gens? Non, je ne suis pas resté assez longtemps pour ça. 4 mois seulement. Il dit s'être enfui avec 15 autres camarades sur l'équipe de 40 sicarios qu'il constituait et dont on aperçoit une partie sur son téléphone récupéré. Il nous envoie combattre la police et pour ça, il nous drogue avec de la cocaïne, du fentanyl. Lui va devoir se cacher désormais, car ses anciens chefs ne lui laisseront aucune chance s'ils le retrouvent. Les tueurs, nous les avions vus ici à Morelia, la capitale de l'État. Nous allons entrer donc dans ce centre pénitentiaire du Michoacán. On compte 1300 détenus ici, pour la plupart des membres des gangs et des cartels. Sous la surveillance des gardiens, ces sicarios, promis à de très longues peines de prison, nous en avaient dit plus sur leur méthode. Tel Juan Pablo, qui était à la tête d'une équipe de 25 assassins. On se renseignait sur la cible pendant plusieurs jours, et quand on l'avait localisé, on l'exécutait. On avait des opérations au moins 2 fois par semaine. Ou ces 2 autres, qui appartenaient à des groupes concurrents. Au départ, c'est difficile. Après, tu t'habitues. Et puis, ça devient une obligation. Combien j'en ai tué? Beaucoup. C'était mon travail de la journée. Pas de regret pour leurs victimes, uniquement des ennemis, disent-ils. Mais un sentiment.
La plupart des chefs sont en liberté, eux. Pour nous, les tireurs, c'est la prison ou la mort. Quant au directeur de la prison, il avait déjà anticipé ce qui serait l'affrontement à venir entre le Mexique et les États-Unis. Nous menons cette guerre dans notre pays, à la place des Américains, car il s'agit de leur guerre après tout. Les plus grands consommateurs de drogue, ce sont eux, non? Alors leur aide, vous savez, on n'est pas dupes. Dès son retour au pouvoir, Donald Trump cible les cartels et leur confère un nouveau statut. Nous allons désigner les cartels comme organisations terroristes internationales. Et de fustiger le pays tout entier. Le territoire qui se trouve immédiatement au sud de notre frontière est maintenant entièrement dominé par des cartels criminels qui tuent, violent, torturent et exercent un contrôle total sur une nation tout entière, ce qui constitue une grande menace pour notre sécurité nationale. La pression exercée par les autorités américaines va bien se traduire par une multiplication des opérations anti-narcos de l'autre côté du Rio Grande. Mais tout en mettant la pression sur les réseaux criminels, Mexico va répondre du tac au tac aux locataires de la Maison-Blanche. Comme l'a reconnu le ministère américain de la Justice lui-même, 74% des armes des groupes criminels proviennent des États-Unis. Alors, qu'en est-il des fabricants d'armes et des distributeurs? Peut-être, je ne sais pas, les avocats sont en train de voir. Peut-être peuvent-ils être considérés comme complices. En somme, le flux des armes venues du Nord serait l'équivalent inversé des routes de la drogue venues du Sud. La puissance des cartels est en tout cas bel et bien la conséquence d'un narcotrafic poussé à l'échelle industrielle. La quasi-déclaration de guerre américaine vise les 8 principales organisations impliquées dans ce commerce de la mort, et le cartel de Jalisco n'est que l'une d'entre elles. Nous décidons de rejoindre le fief de l'autre grand cartel, celui de Sinaloa. Culiacán est sa capitale, et c'est là que nous nous rendons. Il y a 2 ans, nous avions découvert cette cité du crime où sont célébrées les figures du narcotrafic, comme des héros populaires. Ces derniers y ont même leur propre saint patron, Jesus Malverde, vénéré comme une figure religieuse. Leurs louanges sont chantées dans les cantines du centre-ville. Et c'est là que nous avions pénétré au cœur du processus de production du fentanyl. Ok, este aquí es. ¿Tiene una moto? Une maison parfaitement anonyme dans un quartier résidentiel. Le masque à gaz est indispensable en effet pour pénétrer dans ce lieu saturé d'émanations toxiques où se fabrique le fameux poison. La pâte est constituée de composants qui nous viennent de Chine. Là-bas, c'est légal. On la transforme et on fait des tests pour savoir la quantité de fentanyl qu'on va pouvoir en extraire. C'est important car, au départ, ici à Culiacán, le kilo vaut 12 000 €. À Tijuana, à la frontière, c'est 20 000. Et en arrivant à New York, c'est 40 000 €. Le tout est assemblé dans ce local, pas plus grand qu'un 2 pièces. Et des laboratoires clandestins comme celui-ci, il en existe des dizaines à Culiacán. C'est un produit de synthèse qui a totalement supplanté la cocaïne, le cristal ou l'héroïne. L'héroïne, dont les effets psychotropes et destructeurs sont ici multipliés par 50, avec à la clé jusqu'à 100 000 morts par an en Amérique du Nord. Le chef du labo, armé comme les 4 autres petits chimistes qui l'accompagnent, n'a pas de remords. La drogue est un business.
Tout juste s'inquiète-t-il déjà d'une réaction américaine qui pourrait changer la donne. En ce moment, on ralentit la production. À cause du désordre que ça provoque. Aux États-Unis, pour beaucoup de gens, c'est considéré comme du terrorisme, ce qui n'est pas bon pour nous. Parce que ça pourrait pousser les Américains à intervenir ici, au Mexique. De retour en ce printemps 2025, nous constatons que la violence est montée d'un cran à Culiacán. Une guerre entre factions, mais aussi avec la police, qui fait preuve d'un inhabituel excès de zèle. Nous reprenons contact avec des représentants du cartel. L'un d'eux, responsable d'une unité de 200 hommes, affirme-t-il, accepte de nous recevoir dans un autre lieu tenu secret. Une planque, là aussi dans un 2 pièces en rez-de-chaussée. Seulement accompagné d'un garde du corps qui s'avère être une femme, nous le trouvons très nerveux, car 2 de ses subordonnés ont été arrêtés le matin même. Bon, dites-moi, comment on va faire avec mes mecs? Je veux que mes mecs, vous me les rendiez. Si vous leur faites quelque chose, si vous ne me les rendez pas, il va y avoir des conséquences pour vous. Je veux mes mecs, je veux les armes. Vous allez me les rendre. Et moi, je ne vous ferai pas de problème, ni à vous, ni à votre famille. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un échange surréaliste avec un policier apparemment de l'autre côté de la ligne. Comment vous voyez la chose? Moi, je vous conseille que vous relâchiez mes mecs, parce que sinon, ça va être la merde. Si vous savez où je suis, vous n'avez qu'à venir. Hein? Vous dites que c'est la merde, venez ici. Et il est même question de contrepartie. Tu veux 20 kilos? 20 kilos, pourquoi faire? Regarde. Je te donne 1 heure. Dans 5 minutes, je veux que tu relâches mes mecs. Parce qu'on te surveille. On te surveille et on sait où tu es. Et tu sais que je sais où tu es. On va voir. Il veut 20 kilos. Il veut 20 kilos pour les relâcher. C'était qui? Ce sont les fédéraux de la police fédérale. Ils veulent 20 kilos. 20 kilos pour les relâcher. Le mafieux que nous avons en face de nous se permet donc de menacer l'officier des forces de l'ordre dont il a le numéro. Notre rendez-vous avec ce personnage a failli ne pas avoir lieu, car lui aussi est passé à 2 doigts de l'interpellation. Une surprise pour lui, qui prend la chose comme une trahison. Il répond pas à cet enfoiré. Ils ont voulu m'intercepter. Quelqu'un qui savait que je venais, une des personnes qui me protège, il a voulu me bloquer le chemin. Alors je l'ai arrêté, mais mes hommes ont été arrêtés. L'homme avec qui vous parliez, c'est un chef de la police. Oui. Et vous lui demandiez de relâcher vos hommes. Oui, parce qu'on a des accords, tu comprends, on a des accords, il faut qu'ils préviennent. Il faut qu'ils préviennent. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. En ce moment, la situation est très tendue. On peut même pas sortir dans la rue. C'est ça qui se passe. C'est très... Non, les arrangements ne sont pas respectés. On ne sait pas. Ils les respectent pas parce qu'ils ont beaucoup... Mexico leur demande beaucoup et les États-Unis aussi. Mais s'il y a des arrangements, il faut les respecter. Tu peux pas agir comme ça. Tu peux pas mettre la pression sur les gens qui te font gagner de l'argent. Attends, excuse-moi. Ça c'est un autre bureau de la police. Allô? Bien.
Ah, tu parles pour lui? Tu parles pour lui? Il a accroché. Il parle pour le chef de la police. Ils veulent 20 kilos de cocaïne. De cocaïne? Ils veulent 20 kilos de cocaïne pour relâcher mes hommes. J'allais le relancer, mais il m'a raccroché au nez. C'est un sagouin. Un sagouin. Moi, je suis pas très bon pour frimer avec les armes. Quand je la sors, c'est pour m'en servir, tu comprends? Nous lui demandons alors ce qu'il pense de la quasi-capture du fils d'El Chapo, le parrain historique du cartel, 2 jours plus tôt. Je sais pas grand-chose parce que moi, j'étais pas là, mais je sais qu'ils le surveillent. Je sais qu'ils ont des bonnes informations. Des bonnes informations de l'intérieur. Oui, ce sont ceux de l'intérieur qui parlent. Ils parlent. Communique avec les autres pour vérifier la sortie. Tu vérifies la sortie. Et vous allumez les radios, s'il te plaît. Elle va regarder les sorties. Ok. T'as rien oublié? Dis-lui qu'il éteigne. Dis-lui qu'il éteigne pour sortir. Celui que nous venons de rencontrer n'est pas le seul à être sur les dents. Partout, dans Culiacán, la tension est vive. C'est au nord-ouest de la ville, dans un ranch cerné par la police, qu'Ivan Archivaldo Guzmán aurait en effet échappé de justesse à l'arrestation. Lui se serait enfui par une canalisation, pas son garde du corps, Kevin Alonso Gil Acosta, un élément haut placé de l'organisation. Le Chapito, héritier du fondateur du cartel de Sinaloa, n'aura pas de mal à se fondre dans la nature, ce territoire que nous avions sillonné entièrement acquis à sa cause. C'est le pays où est né le chef du cartel, El Chapo. C'est ici qu'il a grandi, comme de nombreux autres barons de la drogue d'ailleurs. C'est leur territoire. El Chapo came from here, from this place. Yes. Joaquim Guzmán Loera, dit El Chapo, est aujourd'hui emprisonné à vie aux États-Unis. 2 de ses fils ont suivi le même chemin, mais 2 autres restent insaisissables. Et si une guerre de succession est en cours pour reprendre les rênes du cartel, ces réseaux sont plus que jamais actifs. En attendant, c'est à la frontière que les autorités mexicaines ont redoublé d'efforts. 10 000 militaires y ont été déployés en début d'année, dans une opération qui relève plus de l'affichage que d'une réelle action anti-drogue. Des forces fédérales à la recherche des tunnels de contrebande, mais dont le but est surtout de calmer les colères de la Maison-Blanche. Pendant notre séjour d'une semaine, pas moins de 16 assassinats ont été perpétrés dans les lieux même où nous avons tourné. La réponse des cartels à la nouvelle offensive qui les vise. Mais pour Carlos Manso, notre maire de Uruapan, rien de mieux que cette nouvelle pression. Il faut écouter Trump. Il a raison, il nous attaque sur notre point faible, les organisations criminelles et la corruption de nos gouvernements successifs et de nos partis politiques, de toute obédience. La nouvelle présidente du Mexique promet, elle, une lutte acharnée contre les narcos, en espérant que le grand voisin américain ne punira pas son pays pour les crimes qui y sont commis.